Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste du monde arabe, vous avez notamment publié chez Plomb Le bouleversement du monde, l'après 7 octobre et cet après, on ne cesse d'en voir les conséquences. Aujourd'hui et demain se tient à New York une conférence à l'ONU sur la solution à deux États. On n'en attendait pas grand-chose. Est-ce que l'annonce par la France de la prochaine reconnaissance de la Palestine peut en faire un moment important ? Oui, en fait, après la reconnaissance annoncée, enfin le projet de reconnaissance annoncé par Emmanuel Macron, en lien du reste avec l'Arabie Saoudite, on a vu déjà, malgré les reproches qui ont été faits par les dirigeants israéliens à la France et la mise en cause, une transformation dans l'attitude de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, puisque ça n'est pas bien sûr purement une coïncidence, si l'armée israélienne a décidé de marquer des pauses dans le harcèlement militaire des Gazaouis, d'autoriser des parachutages qui ne sont pas une forme extraordinaire de faire parvenir des vivres aux assiégés parce que les parachutages sont dangereux, peuvent blesser des gens, et puis ce sont des quantités assez faibles par rapport à ce qui peut arriver par les camions. Mais en tout cas, on a le sentiment qu'une pause a été marquée dans cette situation qui était devenue complètement intenable pour les Gazaouis d'abord, c'est-à-dire que le monde entier a été frappé par ces images d'enfants décharnés, le sentiment que la famine était devenue une arme de guerre, et du côté israélien et dans le monde juif également, sur l'ensemble de la planète, il y a eu quand même un certain nombre de réactions effarées. Par les conséquences que cela pouvait avoir pour l'image d'Israël. Donc, malgré les déclarations très très fermes de Monsieur Netanyahou et de ses alliés d'extrême droite ou de sionistes religieux, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, il y a eu néanmoins une prise en compte par Israël de ce changement, de cette évolution, de cette inflexion politique internationale. Est-ce qu'il peut y avoir une prise en compte aussi par l'Arabie Saoudite qui devait s'engager, c'était une des conditions préalables à la reconnaissance de la Palestine par Emmanuel Macron, finalement il fait les choses dans l'autre sens. Est-ce qu'on peut attendre maintenant que l'Arabie Saoudite prenne des engagements sur la sécurité d'Israël ? Alors, ce qui est en train de se passer, c'est justement une initiative franco-saoudienne. Vous savez qu'aujourd'hui et demain, à l'ONU, il y a cette question est mise à l'ordre du jour. Il y a de très nombreux pays qui se sont inscrits pour le débat. Et ce qui est prévu, c'est que donc l'initiative franco-israélienne qui devait avoir lieu en juin, mais qui a été reportée pour cause de guerre en Iran, entre Israël et l'Iran, cette initiative donc met en place un processus selon lequel la reconnaissance de l'État de Palestine se traduira également par le fait que les États du Golfe, et notamment l'Arabie Saoudite, pourraient à ce moment-là reconnaître l'État d'Israël. Alors, ça n'est pas encore fait, c'est un processus qui est simplement d'être en train de s'enclencher, puisque toute la question, c'est que au fond, on est aujourd'hui dans une impasse parce que avant le 7 octobre, il y avait ce qu'on appelle le processus des accords d'Abraham, qui avait été mis en place par Donald Trump, 45e président, lors de son premier mandat, qui faisait que, au fond, on avait mis la Palestine sous le tapis et que on considérait que la prospérité qui viendrait des accords d'Abraham, c'est-à-dire les relations entre les joint ventures entre Israël et les Émirats principalement, dans une moindre mesure le Bahreïn et autres, permettrait de créer une prospérité dont profiterait tout le monde. Le 7 octobre a fait voler cela en éclats, bien sûr par la dimension atroce de ce qui s'est passé, la razzia pogromiste déclenchée par le Hamas, les nombreux morts israéliens, les otages qu'il y a eu, etc., ces images épouvantables, mais en même temps, le 7 octobre, d'une certaine manière, a remis la question de Palestine au centre du jeu, alors qu'elle avait été, d'une certaine manière, occultée par les accords d'Abraham. Et toute la difficulté maintenant, c'est d'arriver à recréer une architecture
de prospérité des accords d'Abraham avec la Palestine dedans, oui. Et à partir de ce moment-là, il sera envisageable pour les États du Golfe de reconnaître l'État d'Israël. Alors les Saoudiens avaient fait part dès avant cela de leur volonté de parvenir à cette solution. Ça n'est plus un tabou, mais cela suppose la reconnaissance de l'État palestinien. Donc, si vous voulez, on est dans cette espèce de contradiction aujourd'hui, avec l'acteur principal à l'échelle internationale, qui est Donald Trump, qui, d'une certaine manière, ne donne pas de signes extrêmement clairs de ce que va être sa politique. On s'attendait, il y a une quinzaine de jours, à ce que, lors de la visite de M. Netanyahou à Washington, celui-ci s'engage dans ce qui avait été la politique préconisée alors, c'est-à-dire libération des otages, négociation avec le Hamas pour cesser le feu, libération des otages israéliens encore détenus et établissement d'une trêve. Or, en fait, il n'en a rien été et ce qui a été mis en œuvre par le gouvernement israélien, c'est le prolongement de l'offensive tous azimuts à Hamas, son durcissement, jusqu'à la situation de famine, au point qu'un certain nombre d'observateurs se sont demandé si la volonté de M. Netanyahou n'était pas tout simplement de l'extermination de Gaza et le déplacement forcé des Palestiniens, mais que personne ne veut accueillir. Et donc c'est cette impasse-là aujourd'hui, avec le point d'interrogation sur la détermination américaine à trouver une solution qui ne soit pas simplement l'appui à la politique de M. Netanyahou. Gilles Kepel, est-ce que cette déclaration d'Emmanuel Macron peut entraîner d'autres pays? C'est ce qu'affirme hier le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, mais il cite personne. Alors pour l'instant, c'est assez difficile effectivement de citer qui que ce soit puisque personne ne s'est déclaré. Il y a un certain nombre de rumeurs, mais elles ne sont pas. Peut-être le Royaume-Uni. Voilà. Alors on le dit, mais pour l'instant rien n'est confirmé. Je crois que tout cela va dépendre de la dynamique qui est engagée et surtout de ce que donnera aujourd'hui et demain l'Assemblée, enfin la question qui a été mise à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations Unies. Emmanuel Macron appelle avec cette reconnaissance à la libération des otages israéliens, à une aide humanitaire massive, à une démilitarisation du Hamas. Est-ce que tout ça vous semble réaliste, sachant que vous l'avez dit, vous avez vu des liens déjà entre cette déclaration et ce qui se passe sur le terrain? Oui, dans une certaine mesure, on peut considérer que il y a eu une sorte de prise en compte d'un bouleversement dans l'opinion publique mondiale par les dirigeants israéliens qui ont donc donné un certain nombre de gages pour limiter les effets catastrophiques de la famine, à la fois, comme je l'ai dit, sur les Palestiniens eux-mêmes et également sur la façon dont Israël est perçu à l'échelle internationale, parce que Israël ne peut pas se permettre de se mettre dans une situation d'isolement pareille, tout simplement parce que M. Netanyahou est l'otage de ses alliés, les colons d'extrême droite. C'est que la situation en Cisjordanie aussi est particulièrement tendue, puisqu'il ne se passe quasiment pas une journée sans que des colons n'attaquent des villages arabes en Cisjordanie, à tel point même que l'ambassadeur américain Mike Huckabee, qui est un chrétien fondamentaliste, a dû aller dans le village chrétien palestinien de Taïbé, qui avait été attaqué par les colons, pour manifester son opposition, alors que lui-même est un fort soutien des colons. 8h24 sur Radio Classique. Nous sommes en direct avec Gilles Kepel. Alors, vous mentionnez ces pauses tactiques. Est-ce qu'elles peuvent être le prélude à un véritable arrêt des combats, ou le gouvernement Netanyahou va s'en tenir là? Alors, pour l'instant, il reste encore beaucoup à faire, ne serait-ce que pour acheminer l'aide
et l'alimentation. C'est ça qui va très. Vous avez vu que l'armée israélienne a raisonné le navire qui avait été affrété au départ de Syracuse, avec notamment 2 députés de la France insoumise à son bord. Et à ce jour, donc, il y a simplement une pause, il y a quelques parachutages d'aide, mais la reprise de l'aide humanitaire n'est pas encore actée. D'autant plus cette aide humanitaire telle qu'elle était advenue était très controversée, puisque l'organisation qui distribuait l'aide humanitaire pour Gaza était placée sous le contrôle d'Israël. La Gaza Humanitarian Foundation. Exactement, et elle a surtout défrayé la chronique, il faut le dire, par le fait que des tirs ont été effectués sur les gens qui venaient rechercher de l'aide par les soldats, et qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de morts à cette occasion. Donc on voit par exemple comment les Nations Unies expliquent aujourd'hui, l'UNRWA, l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, et leur secours, que Israël ne veut plus voir fonctionner, les États-Unis non plus, que eux disposent d'une capacité à distribuer l'aide, de stocks gigantesques, mais que la cote est mal taillée, si vous voulez, par la Gaza Humanitarian Foundation. Et donc là, toutes ces questions sont aujourd'hui mises sur la table. Comment quel interlocuteur a aujourd'hui Emmanuel Macron quand il reconnaît un État palestinien? Est-ce que l'autorité palestinienne peut faire office de représentant, ou c'est plus qu'une coquille vide aujourd'hui? C'est bien là toute la difficulté de cette initiative, c'est-à-dire que la reconnaissance de l'État palestinien à ce stade est principalement symbolique. Puisque d'abord on n'a pas vraiment d'idée de ces frontières. Est-ce que ce serait Gaza et la totalité de la Cisjordanie? Dans ce cas-là, il faudrait mettre un terme au grignotage de la Cisjordanie par les colons ou les désarmés. C'est un dilemme que d'ailleurs souligne Emmanuel Védrine dans un entretien qu'il a publié dans la presse aujourd'hui. Et bien sûr, Mahmoud Abbas lui-même s'est enquisté d'une certaine manière en refusant toute élection, et il n'offre plus aujourd'hui véritablement de symbole de la Palestine, si vous voulez. Ça n'était pas Arafat à son époque. Il a quand même promis des réformes, mais est-ce qu'on peut y croire? Est-ce que ça va se faire? C'est assez peu, pour l'instant, probant, puisque dans le passé, il a surtout essayé de garder son poste, et d'une certaine manière, ce qui a favorisé aussi le maintien au pouvoir de Mahmoud Abbas comme un être assez peu dynamique, si vous voulez, c'est bien sûr que Hamas a été au pouvoir dans la bande de Gaza, et il faut rappeler du reste que M. Netanyahou a favorisé la venue au pouvoir notamment de Yahya Sinwar, le libérant en 2011, puisque, comme certains disaient après la Seconde Guerre mondiale en France, François Mauriac, pour ne pas le citer, j'aime tellement l'Allemagne que je suis content qu'il y en ait deux. Netanyahou aimait tellement, si je faisais la Palestine, il était très content d'avoir d'un côté Hamas et de l'autre Mahmoud Abbas, pour que ainsi on puisse dire, quand on disait reconnaissez l'État de Palestine, mais lequel, puisqu'il y en a deux. Donc toute la question justement, c'est de surmonter ce clivage justement, et c'est la difficulté qu'il y a concrètement par-delà la proclamation de la reconnaissance d'un État palestinien. Et alors Gilles Kepel, et ce sera ma dernière question, est-ce que la solution pour avancer vers la paix, c'est pas un changement de dirigeant, de dirigeant de l'autorité palestinienne et en Israël du gouvernement Netanyahou? Est-ce que c'est pas ça qui bloque aujourd'hui? Aujourd'hui, effectivement, c'est très difficile d'envisager quoi que ce soit si on a les mêmes dirigeants. Or, c'est tout le dilemme, c'est que M. Netanyahou souhaite absolument se maintenir au pouvoir, parce que il sait qu'il est lui-même comptable de ce qui s'est passé le 7 octobre. Tout le monde s'interroge sur les défaillances de l'armée à protéger l'État et les citoyens d'Israël à ce moment-là, parce que Netanyahou avait fait une sorte de pacte faustien avec le Hamas, le faisant financer par le Qatar, et étant convaincu ainsi que grâce à ces 30 millions de dollars qui arrivaient, 30 à 40 millions de dollars qui arrivaient tous les mois dans un avion de Doha
et qui servait à financer l'achat de matériaux de toutes sortes, y compris des armes d'ailleurs, qui passaient par les tunnels de contrebande de Gaza, finalement tout le monde serait content. Et c'est ça qui a fait qu'il a été incapable de prévoir, semble-t-il, on n'a pas encore le fin mot de l'histoire aujourd'hui, le massacre, la razzia pogromiste du 7 octobre. Et de cela, il est bien sûr lui-même comptable devant l'histoire de l'électorat. Il y a une forme de fuite en avant aujourd'hui de sa part qui rend les choses évidemment très difficiles. Merci Gilles Kepel. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Le bouleversement du monde, l'après 7 octobre, paru chez Plon. Et c'est un entretien à retrouver sur radioclassique.fr. Bonne journée. Vous aussi. Il est 8h30. Dans la prochaine demi-heure, la revue de presse de Marc Tédé, puis les esprits libres, à qui je vais notamment demander si les politiques ne devraient pas s'inspirer du Tour de France. Tout cela après le